Bienvenue, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO s'est tenu aujourd'hui, une visioconférence à laquelle le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a pris part. Le sujet principal a été l'harmonisation des points de vue des pays membres concernant l'élection du président de l'Union africaine pour la période 2022-2023. Une équipe du médiateur de la République est à Téhéri, localité du centre-est de la Côte d'Ivoire. C'est une mission de paix en vue de soutenir les initiatives déjà menées sur place après les affrontements survenus lors de la présidentielle du 31 octobre 2020. L'érosion côtière est une réelle menace pour le littoral ivoirien. Selon les experts, le préjudice économique est estimé à 2355 milliards de francs CFA, avec les 3/4 du littoral ivoirien touchés, notamment des villages du sud comme Grand Laou et Assini Mafia. Il y a donc urgence. Et puis aux États-Unis, sur le dossier de l'immigration, le nouveau locataire de la Maison-Blanche avait promis des mesures fortes. Le projet de loi qui sera examiné par le Congrès prévoit une régularisation de 11 millions d'immigrants sans papier vivant aux États-Unis. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO s'est tenu ce mardi 2 février sous la présidence du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Le président Alassane Ouattara a pris part à la rencontre par visioconférence et il a été question d'harmoniser les points de vue pour l'élection du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la période 2022-2023. Awa Touré. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur les élections à l'Union africaine. Les dirigeants de l'espace CEDEAO, à l'approche de cette échéance, ont accordé leur point de vue concernant l'élection du président de la conférence des chefs d'État pour la période 2022-2023, présidence qui revient à la sous-région ouest-africaine. Ils ont également procédé à l'harmonisation des candidatures des pays membres de la CEDEAO aux élections des commissaires et des dirigeants de l'Union africaine prévues lors du 34e sommet de l'UIA le 6 février 2021 à Addis Abeba. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui veut assumer d'importantes responsabilités au sein de l'organisation continentale, entend ainsi définir des priorités stratégiques, se fixer des objectifs clairs et se donner les moyens de les atteindre en agissant de façon coordonnée. Le médiateur de la République est à Téhéri, dans la région centre-est. Il est question sur place d'initiatives de paix et de cohésion sociale, cela après les affrontements survenus lors de la présidentielle du 31 octobre dernier. Mamadou Kwasi. Plus de 3 mois après les événements, Téhéri porte encore les stigmates des violences du 31 octobre 2020. Mais les déplacés continuent de revenir des campements et autres lieux de cachette. Jusque-là, même ce quartier, mon quartier Balakou, il n'y a personne. Parce que les maisons ont été détruites. À 90%, les maisons ont été détruites. Donc, on cherche des voies et moyens. Si ça pourrait réparer rapidement, ils veulent venir. Mais c'est par rapport à les maisons on ne peut pas habiter. On peut s'asseoir et puis vivre ensemble. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on était ensemble. L'école aussi a repris, mais avec de nouvelles dispositions. Nous avons, avant la crise, un effectif de 920 élèves à Téhéri. Et après, nous avons près de 320 élèves que nous n'avons pas retrouvés, qui ne sont pas revenus. Mais il y a un certain nombre que nous avons retrouvés dans nos écoles, dans les autres villages de la circonscription. Nous avons pu inscrire ces enfants-là dans leur village d'accueil. Nous avons pu leur redonner des kits scolaires. Les signes du retour de la paix et de la cohésion sociale dans ce village du département de Gagnoua sont palpables. Les points d'eau sont utilisés ensemble par les différentes communautés. Des actions de médiation qui ont aujourd'hui porté des fruits. Il faut donc des actions concrètes pour penser les plaies et surtout recoller le tissu social fortement fragilisé. Ces populations bêtées et halogènes ont signifié leur volonté de retrouver le vivre ensemble qui les a toujours caractérisés. Nous disons
que la réconciliation à Téhéri est possible. Elle est le souhait de tout le monde. Mais pour qu'elle soit effective, il faut que tous ceux qui sont auteurs des tueries et des incendies soient poursuivis et portés devant la justice. C'est ce qui contribuera, en notre sens, à apaiser et à renforcer le sentiment de prise en charge des préoccupations des populations. Et pour accompagner cette démarche, le médiateur de la République lui-même est allé sur le terrain. Adama Tounkara, au cours d'une rencontre publique, a invité les différentes communautés à la culture du pardon, au dialogue et au vivre ensemble. Téhéri doit redevenir cette terre de paix et de fraternité qu'elle a toujours été. Ce défi ne peut être relevé qu'avec l'implication de chacun. Le dialogue doit ainsi toujours prévaloir dans le règlement de vos différends de tous ordres, fussent-ils politiques. Il faut surtout éviter de se faire justice afin de préserver l'harmonie sociale et renforcer l'état de droit. Pour les prochaines législatives, le médiateur de la République, accompagné des membres du gouvernement, fils de la région du Gord, appelle les populations à la retenue et à tourner le dos à la violence. J'encourage par ailleurs la communauté locale BT, la communauté allochtone et allogène vivant à Téhéri de renoncer à toute idée de vengeance et de privilégier le règlement du conflit par le dialogue pour une cohabitation pacifique. Il s'agit également de sensibiliser la population à la tenue d'élections législatives apaisées le 6 mars prochain. La rencontre de Téhéri a permis aux médiateurs de la République, Adama Tounkara, d'installer officiellement les comités locaux et départementaux de veille et de suivi de la cohésion sociale. Ces comités constitués de différentes composantes de la population vont prendre la relève des campagnes de sensibilisation à la paix et au vivre ensemble. Il faut rappeler que les événements de Téhéri ont fait 3 morts et une cinquantaine de logements détruits. Les populations de Lopou, dans le département de Dabou, avaient aussi vécu des heures chaudes pendant la période électorale passée. La jeunesse de la localité dit avoir compris la nécessité de la cohésion et aspire désormais au développement. Le ministre de l'Investissement privé, Emmanuel Essis, les a rencontrés. Franck Wadio. Lopou, village du pays Lodjoukro. Nous sommes dans le Léboutou, région des Grands Ponts, sud ivoirien. Ici, la période électorale a été un foyer de friction. Les populations ont cependant décidé de faire table rase de ces moments de braise et emprunter la voie de la cohésion. C'est le sens de cet accueil expressif réservé au ministre de la Promotion de l'Investissement privé, d'ailleurs fils de la région Esmel Emmanuel Essis. Aux premières loges, dans cette volonté de dialogue et d'apaisement, la jeunesse a l'initiative de la rencontre. Nous avons voulu que le ministre soit à Lopou pour lui demander de façon officielle pardon et le ministre a accepté. Donc c'est un sentiment de joie. Aujourd'hui, c'est toute la jeunesse de Lopou qui est derrière moi. Nous avons décidé de faire chemin avec le ministre. Nous lui avons demandé d'être notre porte-parole auprès du gouvernement pour que les projets de développement que le gouvernement a entamés, Lopou ne soit pas en marge de ces projets-là. Ils ont été à l'initiative de la désobéissance civile en empêchant l'administration de rentrer dans leur village. Aujourd'hui, les jeunes eux-mêmes nous ont appelés pour faire mea culpa et dire qu'ils n'avaient pas compris. Aujourd'hui, ils ont compris. Je ne peux qu'être heureux. La jeunesse, les femmes, les autorités coutumières, mais aussi les cadres, le ministre René Dibi, fils du village, a argumenté dans le sens de l'acquis, mais aussi de la pérennité, de la paix nécessaire à tout développement. L'essentiel à retenir, selon Esmel Emmanuel Essis. J'aurais dit qu'il n'y a pas meilleure chose que de s'entendre, que d'avoir la paix. Aujourd'hui, ils ont égrené un ensemble de préoccupations, mais s'il n'y a pas de paix, comment voulez-vous qu'on puisse poser des actes pour résoudre ces problèmes? Et les jeunes ont dit, monsieur le ministre, nous vous attendons. Et j'ai répondu, je viendrai. Avec l'appui du gouvernement, on est la réponse à Lopou. Et une réponse positive, bien sûr. Dialogue, échange franc et direct, tout se fait ici en langue locale. Il y a quelques jours, c'était à Kousrou et à Kradio. Aujourd'hui, Lopou
et bientôt hors baf. 3 semaines déjà de rencontres et d'échanges pour parler de paix, mais surtout penser le futur en brisant les malentendus entre fils de Leboutou. Rendons-nous maintenant sur nos côtes. La mer avance et c'est une réalité. Chaque année, les vagues rongent les côtes marines d'au moins 1 mètre, voire plus. Plusieurs villages du sud de la Côte d'Ivoire sont déjà touchés. Une évaluation du BNET estime à 2355 milliards de francs CFA le préjudice économique de l'érosion côtière. Et si rien n'est fait, la facture pourrait grimper. L'érosion côtière, une menace au développement économique, c'est le dossier EcoPlus réalisé ce soir par Mama Traoré. Après 10 minutes de traversée de la lagune Abi, nous rallions le village de Babianéa dans la commune d'Assini Mafia. En cet après-midi, les habitants vaguent sereinement à leurs occupations. Non loin de là, les vagues de la mer. Dans ce cadre de vie rêvé d'une presqu'île, rien ne laisse planer le spectre d'un danger permanent sur Babianéa. Pourtant, au mois de septembre dernier, la mer en furie avait alors envahi tout le village, causant d'importants dégâts matériels. Et Dieu merci, on a eu des gens pour nous aider à envoyer les sacs. On a pu remplir pour pouvoir bloquer juste un peu. Mais ça, c'est en attendant. Ça peut arriver un coup du moment où on ne sait pas à quelle heure ça a déclenché. Donc là, vraiment, on est beaucoup inquiets. La mairie envisage la délocalisation du village de Babianéa. Nulle autre solution pour l'heure, car la mer avance du fait de l'érosion côtière. Le phénomène menace même le potentiel économique de la cité d'Assini Mafia. Il n'y avait pas ça ici. La mer était jusqu'au fond, disons 1 kilomètre. Je peux dire 1 kilomètre. Tout ici, il y avait des maisons. Il y avait des maisons, il y avait même des bas ici, que la mer a détruit tout. La commune d'Assini Mafia est composée de 16 villages. Et dans ces 16 villages, nous avons pratiquement 14 villages qui sont soit côté mer, soit côté lagune. Et donc tous ces villages-là subissent l'effet de l'érosion. Ça réduit les plages de la commune. Or, notre atout, ce sont les plages. En dehors du village, il y a quand même des sites hôteliers. Quand une vague traverse notre bar ou notre hôtel ou notre restaurant, c'est toujours des gros dégâts, surtout au niveau de l'électricité. Ça vient que rajouter malheureusement quelque chose à ce qu'on investit et ce qu'on entretient toute l'année. Ces dernières années, le littoral ivoirien long de 566 km a vu ses 3/4 être rongé par la progression des eaux marines. Selon les études, les vagues avancent d'1 à 2 mètres par an et à certains endroits de 3 à 10 mètres. Si jusque-là le village de Laoupanda à Grand Laou en était l'exemple palpable, le phénomène n'épargne aujourd'hui aucune localité de la côte marine, de Tabou à la frontière ivoiro-ghanéenne, même les 2 villes portuaires que sont San Pedro et Abidjan. En août 2011, le quartier Gonzagueville de Port-Boué avait subi un raz-de-marée. La nuit donc du 25 au 26 août 2011, on a eu un raz-de-marée qui a fait avancer donc la mer de 10 mètres sur toute la côte. Donc le temps a trouvé nécessaire de déloger toutes ces personnes, de les délocaliser parce qu'il y va de la vie des hommes. En plus de cet impact social, les vagues de la mer laissent derrière elles une note économique salée. La route qu'on appelle la côtière aujourd'hui est pratiquement impraticable. On peut tout de suite voir les coûts de construction et de réhabilitation de la côtière, par exemple, et déduire combien est-ce que ça coûte à l'économie ivoirienne. L'érosion côtière aussi, à certains endroits, détruit les habitats et cela a un impact sur les stocks halieutiques, sur les stocks de poissons. Et ça fait qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui importe déjà près de 80% de ses besoins en poissons, va en importer encore plus. Les études du ministère de l'Environnement révèlent qu'une hausse du niveau de la mer d'1 mètre est susceptible d'inonder 54 km² de terre et une montée des eaux de seulement 0,5 mètres pourrait faire disparaître 1000 km de voirie. Cette réelle menace a été identifiée comme un obstacle majeur à la vision de développement qu'entrevoit la Côte d'Ivoire à l'horizon 2040, surtout que le littoral ivoirien est un pôle économique abritant 80% des activités industrielles du pays. En 2008, le Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET,
avait évalué à 2355 milliards de francs CFA les pertes possibles qu'occasionneraient les effets de l'érosion côtière sur le littoral ivoirien. Si les politiques environnementales ne sont pas appliquées de façon rigoureuse, on risque d'arriver à un désastre écologique. Il faut absolument la traiter avec beaucoup de diligence et faire en sorte que nous puissions voir dans les années à venir toute une politique publique qui se met en place avec des résultats visibles pour justement contrer cette situation. Pour lutter contre l'érosion côtière, le gouvernement ivoirien s'est doté en 2017 d'une loi relative à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral. Un autre mécanisme mis sur pied avec l'appui financier de la Banque mondiale, le projet WACA, programme de gestion intégrée du littoral ouest africain. Il y a un certain nombre de choses à faire au profit des populations et puis il y a aussi des ouvrages à construire. Et ces ouvrages désormais ne sont pas que des ouvrages physiques, des ouvrages durs, mais parfois on peut aller vers des solutions où on construit avec la nature, c'est-à-dire préserver des zones où nous avons des mangroves, ne pas les couper parce que les mangroves protègent naturellement la côte. Le projet WACA dispose d'un financement de 15 milliards de francs CFA, mais il en faut bien plus pour maîtriser les vagues de la mer. Selon le coordinateur régional de ONU Environnement, un pays comme la Côte d'Ivoire doit investir en moyenne 50 à 60 milliards de francs CFA par an pour freiner l'avancée de la mer. Et on va rester dans le domaine maritime avec cette formation liée aux infractions commises en mer. 25 magistrats et avocats en provenance des pays de la CEDEAO renforcent leurs capacités juridiques. La formation s'étale jusqu'à 2024. Elle vise les professionnels civils et militaires des États de la CEDEAO, notamment ceux qui travaillent dans les centres nationaux et régionaux de coordination des opérations maritimes. Didier Nguessan. Bien outiller les personnels judiciaires en matière de droit pénal dans la lutte contre les infractions commises en mer. Entre autres, la piraterie maritime, le vol à main armée, l'immigration illégale. Pendant 5 jours, les magistrats et avocats sont formés sur le régime pénal des infractions en mer, l'exercice de la police en mer et le blanchiment d'argent lié aux activités maritimes. L'impact économique d'une criminalité maritime représente une menace sérieuse et lourde de conséquences pour les nations et les partenaires concernés. En particulier pour les nations dont l'économie est dépendante du transport et du commerce maritime. Mais pas seulement. L'océan, les mers, c'est le trait d'union entre nos économies. C'est ça qui est important. À titre d'exemple pour la Côte d'Ivoire, 40% des exportations vont vers l'Europe. L'importance du projet Format s'appréhende au regard des multiples menaces qui sévissent dans les eaux maritimes des États de la CEDEAO. En effet, depuis quelques décennies, l'espace maritime du golfe de Guinée, y compris les États de la CEDEAO, est menacé par diverses activités illégales qui mettent en danger non seulement le développement économique de la région et les moyens de subsistance des États, des communautés locales, mais aussi le commerce international. Le projet de formation maritime s'étendra jusqu'en 2024. D'un montant d'1 milliard de francs CFA, il est financé par l'Union européenne dans le cadre de son soutien à la stratégie maritime intégrée de la CEDEAO. Au thème du projet, 400 acteurs auront été formés dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime. En santé, la 68e journée mondiale des malades de la lèpre s'est déroulée du 29 au 31 janvier dernier. À Daloa, la commémoration officielle a été l'occasion pour le ministère de la Santé d'apporter son appui matériel aux malades de la lèpre. Eugène Atoubé. Le 31 janvier de chaque année, c'est le même rituel. Les malades de la lèpre reçoivent des kits d'hygiène, des vivres, des nattes et des matelas, dans le respect de la tradition de la célébration de la Journée mondiale des lépreux. Expression de la sollicitude de la communauté et le devoir d'aide et de soutien, en écho à l'appel de Rolf Loro, le Vagabond de la Charité de la fondation de même nom, les associations partenaires dans la lutte contre la lèpre et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique œuvrent dans une synergie d'action
tel que préconisé par l'OMS, pour donner à tous les malades de la lèpre l'espoir d'une guérison et le respect de leur dignité. Mettre fin à la stigmatisation et plaider en faveur du bien-être mental des personnes atteintes de la lèpre. Et nous devons ensemble soutenir les droits des personnes atteintes de la maladie de la lèpre. En Côte d'Ivoire, 515 cas de lèpre ont été détectés en 2020. Un malade sur 10 est un enfant. Et dans cette frange de malades de la lèpre, 20% ont une invalidité prononcée. Et comme pour donner l'alerte, l'enfant lépreux est mis au centre de la célébration de la 68e journée mondiale des lépreux à travers le thème « Un enfant handicapé ou des autres maladies tropicales négligées est un avenir compromis ». Sur le ton de la supplication, Simone Bleu-Lenné, Dr Cotijan, Pierre-Yves Thibault, les associations de lutte contre la lèpre et la Fondation Ralph Foloro ont appelé à la fois le ministère de la Santé publique, la communauté et les malades eux-mêmes un engagement ferme en termes de dépistage précoce, de prévention, de sensibilisation et d'offre de soins pour donner aux malades de la lèpre le sentiment d'appartenance à la communauté. Dans ce contexte de Covid-19, les lépreux ont trop souffert de la stigmatisation et paient encore le prix des idées reçues sur la maladie de la lèpre. Pour lutter contre la lèpre, il faut s'attaquer aux problèmes d'eau, d'hygiène, d'assainissement, s'attaquer en même temps aux problèmes de pauvreté. On peut arriver à éliminer la lèpre et bien d'autres maladies tropicales négligées ensemble. Je vous demande de faire preuve de solidarité à l'endroit des personnes souffrant de la lèpre et des autres maladies tropicales négligées. Il vous faut lutter contre le rejet et la stigmatisation sous tous ses formes. La Côte d'Ivoire s'est fixée comme objectif l'éradication d'ici à 2030 de la maladie de la lèpre. La lèpre est considérée comme maladie de la pauvreté, de la misère et de la honte. La 68e journée mondiale de la lèpre a été célébrée concomitamment avec la première journée mondiale des maladies tropicales négligées. La Côte d'Ivoire est ainsi le premier pays en Afrique à commémorer cette journée. Si on sait comment guérir de la lèpre, ce n'est pas encore le cas pour la Covid-19. En Côte d'Ivoire et dans le monde, le virus continue de sévir. La question du vaccin évolue bien dans certains pays. D'autres sont encore à l'étape de validation. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mardi 2 février 132 nouveaux cas de Covid-19, 229 personnes guéries et 2 décès, ce qui porte à 1725 le nombre de cas actifs sur le sol ivoirien. Du fait de la résurgence du virus, le gouvernement nippon a prolongé ce mardi l'état d'urgence à Tokyo et dans d'autres régions du Japon. Le pays n'a toujours pas annoncé le calendrier précis de sa campagne de vaccination. À moins de 6 mois de l'ouverture prévue des Jeux olympiques de Tokyo, l'enjeu est capital. Le pays refuse un nouveau report. Il est donc possible que pour la toute première fois dans l'histoire, les Jeux olympiques se déroulent sans spectateurs ou avec un nombre très réduit. Ici, en Côte d'Ivoire, dans le cadre de cette lutte contre la Covid-19 et en application des décisions du Conseil national de sécurité du 21 janvier 2021, le ministère des Transports rappelle aux transporteurs, conducteurs et usagers de la route que le port du masque dans les gares routières et les véhicules de transport en commun de personnes est obligatoire. Il invite par conséquent les gestionnaires des entreprises de transport à veiller à la disponibilité des masques pour leur personnel, notamment les conducteurs et autres auxiliaires. Les conducteurs de véhicules de transport à exiger le port du masque à leurs passagers. Les responsables des gares routières à équiper celles-ci de dispositifs de lavage des mains et à participer à la sensibilisation des usagers des dites gares au port du masque. Le ministre des Transports en appelle à la responsabilité et au sens du civisme des transporteurs, conducteurs et usagers. Le Haut Conseil des transporteurs lance ses activités dans 3 régions. Après les délégations des régions du Béké et du Poro et du Tchologo, ce sont celles du Boclé et de San Pedro qui viennent de recevoir leur cahier de charges. Sam Kona. Ils sont 3 délégués départementaux qui vont représenter désormais le Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier à Tabou, à Sassandra
et à San Pedro. Ces 3 délégués ont reçu, en présence des autorités locales, leur accréditation leur permettant de mener des activités opérationnelles au nom du Haut Conseil. Nous partons sur une nouvelle base. Nous organisons le secteur du transport avec un nouveau comportement, un nouveau départ pour pouvoir arriver loin. C'est l'aboutissement de tant d'années d'efforts pour organiser les transporteurs de la région de Basse-Sandra en une entité unique, par département, pour pouvoir avoir une autorité unique. Donc vraiment, nous sommes plus heureux qu'eux-mêmes les transporteurs. À travers ce lancement des activités des délégations départementales, Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier, exhorte les acteurs à s'engager sur le chemin de la professionnalisation du secteur des transports. Nous avons dit qu'il faut que nous puissions adopter des comportements d'ordre civique et que nous soyons des citoyens qui nous mettons dans le dispositif du développement de notre pays, tel qu'engendré par le président Alassane Ouattara. Rigueur, honnêteté, transparence, courtoisie, souci d'entreprise, souci de devenir grand. Parce que le débat dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est un débat sous-régional. Le débat n'est pas un débat de syndicalistes, c'est un débat de professionnels du transport. Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier a saisi l'occasion pour se rendre dans des gares routières pour sensibiliser les usagers sur la menace de la Covid-19 qui plane toujours. Je constate que vous voyagez, mais vous n'êtes pas protégé. Vraiment, je voudrais vous encourager à ça. Et puis la question de la distance, tout ça, c'est les choses que vous devez observer. Ce sont au total 107 délégations du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier qui sont installées sur toute l'étendue du territoire national. À Tiassalé, 13 agents de la mairie font valoir leur droit à la retraite. Ils ont servi pour certains pendant 34 ans et ils ont reçu les hommages de leur employeur. Didier Nguessan. La salle des mariages de la mairie de Tiassalé a servi de cadre à la mutuelle des agents de la mairie et à l'équipe conduite par le maire Antoine Assalé-Tiemoko pour honorer 13 agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. Le maire et la mutuelle ont reconnu leurs efforts et leur ont rendu un hommage en leur remettant des diplômes d'honneur et des présents, au nombre desquels des terrains nus. Nous avons décidé que chaque agent qui avait comptabilisé au moins 15 ans de service puisse bénéficier d'un espace, d'une parcelle de 600 mètres carrés. Et vous êtes plus de 27 agents à avoir bénéficié de ces terrains-là. Au nom de la municipalité, vous dit merci pour ce qui a été fait pour les populations. Les retraités partent pour un repos bien mérité après avoir servi la collectivité. Merci au maire pour l'honneur qu'il nous fait. Mes camarades et moi, tous souhaiter bon vent à la tête de cette mairie. Je voudrais dire aussi à mes jeunes frères d'être toujours à la tâche pour l'avancée de la mairie de Tiassalé. Nous disons merci au maire et nous demandons au Seigneur de donner la force à nos collègues pour qu'eux aussi ils puissent aller à la retraite en bonne santé. Les désormais ex-agents de la mairie ont reçu les félicitations et les conseils du préfet Vakaba Kone qui a demandé aux jeunes générations de marcher dans le pas pour relever le défi du développement de Tiassalé. Dans l'enseignement supérieur, c'est la rentrée académique à l'UFR des sciences juridiques, administratives et de gestion de l'université Alassane Ouattara. Les étudiants en master professionnel des marchés publics et partenariats publics-privés ont été invités à s'impliquer afin de permettre aux services publics de participer à la croissance économique. Le reportage de Marie-Pascale Digbé et Charles Tatou. Plus de difficultés désormais dans le processus de passation et d'exécution des marchés publics et des partenariats publics-privés. L'UFR des sciences juridiques, administratives et de gestion de l'université Alassane Ouattara dispose depuis 3 ans d'un master professionnel en marché public et partenariat public-privé. Il y a la compétence dans le domaine, mais il n'y en a pas assez. Donc il est important que face à leur place stratégique dans notre économie, que nous puissions avoir des ressources humaines en nombre suffisant pour aider. Il y avait un vide qui est qu'il n'y avait pas de stratégie nationale de formation et de renforcement des capacités en matière de marché public.
Cette journée académique s'inscrit dans le souci de promotion de cette filière. Plusieurs communications des spécialistes en la matière ont permis d'éclairer la lanterne des participants sur le fonctionnement et l'importance des marchés publics et des partenariats publics-privés. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, parrain de cette journée, s'est fait représenter par son directeur de cabinet adjoint. Professeur Yaya Koué s'est réjoui de la création de ce master professionnel. Pour lui, aucune formation diplômante n'est associée directement à ces domaines de compétences. Que ceux qui sont formés puissent donc continuer donc à renforcer leurs capacités. Et je suggère également aussi que si c'est possible d'augmenter l'effectif, parce que la demande en face est très importante. La journée a été ponctuée par la remise des parchemins aux pionniers et aux étudiants de la 4e promotion. Un incendie s'est déclaré dans l'enceinte de la prison civile de Mans. Le feu a ravagé uniquement le bâtiment des femmes. Pas de blessés ni de pertes en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. La fourniture en électricité est interrompue dans toute la prison. Un important détachement des FDS est sur place afin d'assurer la sécurité. FBoué. L'incendie s'est déclaré aux environs de 18h30 ce 1er février 2021. Les pompiers civils, immédiatement alertés, ont maîtrisé le feu vers 20h. Les flammes ont ravagé uniquement le bâtiment des femmes. L'électricité est coupée dans toute la prison. Pas de pertes en vie humaine ni de blessés, mais les dégâts matériels sont importants. De la toiture aux effets personnels des pensionnaires, tout est parti en fumée. Les autorités judiciaires, avec à leur tête le procureur de la République, ont fait le constat. Un important détachement des forces de défense et de sécurité est mis en place pour assurer la sécurité. Un court-circuit serait à l'origine du feu, selon les éléments de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Les pensionnaires du bâtiment incendié, au nombre de 47, ont été redéployés dans les locaux servant à la mise en quarantaine dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 en attendant une solution idoine. Il est bon de signifier que les locaux de cet établissement carcéral sont dépassés et ne répondent plus aux besoins. En ce moment, l'effectif est de 1387 pensionnaires pour des bâtiments initialement prévus pour 500 personnes. La ville de Mans a donc besoin d'une nouvelle maison d'arrêt et de correction. Terminons aux États-Unis d'Amérique où Joe Biden, le nouveau locataire de la Maison-Blanche, tient parole sur le dossier de l'immigration. Le projet de loi qui sera examiné par le Congrès prévoit notamment une régularisation par étapes de quelques 11 millions d'immigrants sans papier vivant sur place. Des milliers de demandeurs d'asile coincés au Mexique depuis déjà plusieurs mois vont enfin pouvoir être entendus par des juges. Le département d'État doit donner plus de précisions dans les jours à venir. Et c'est tout pour ce 20h. D'autres informations sur rti.ci et rendez-vous à 23h avec Aboulaye Koné. Bonsoir.